Merci. Donc, je vais donner la parole maintenant au docteur Vincent Capt. Merci, bienvenue. Qui va nous parler de la manie épistolaire poétique des écrits bruts. Donc, Vincent, il est maître assistant en linguistique française ici à l'Université de Lausanne. Il a réalisé son doctorat en co-tutelle avec l'Université de Paris 8, donc ici à la Faculté des Lettres. Sa thèse porte sur les écrits asilaires conservés et pour certains exposés à la collection d'art brut. Donc, il est affilié à plusieurs centres de recherche en Suisse et en France et il est le cofondateur du CRAP, collectif de recherche sur l'art brut. Il a publié plusieurs livres, donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez vous retrouver face à un texte, comme celui que je projette derrière moi. Imaginez ce que vous seriez susceptible d'énoncer. Imaginez ce que vous seriez en droit d'apprécier, puis imaginez le jugement que vous feriez, le temps de l'étonnement passé. Lorsque j'interroge les gens sur le sujet, deux orientations se dessinent de façon disjointe. Soit nous avons affaire à un texte de fou, c'est-à-dire réalisé par une personne en état de déstabilisation psychique. Soit c'est de l'art, une sorte d'écriture imagée, qui signifie graphiquement à la façon d'un tableau. Ces deux lectures renvoient à différentes sphères d'activité sociale. D'une part, la médecine, surtout psychiatrique, en charge d'établir des diagnostics et de mettre en place diverses stratégies thérapeutiques, et d'autre part, le milieu de l'art et ses nombreuses instances de validation, comme les musées, les publications scientifiques ou les livres d'art. Ce que je vais montrer dans cette présentation, c'est que lorsque l'écriture est affolante, c'est souvent la lecture, c'est donc nous-mêmes qui nous affolons. Je vais ainsi vous raconter une petite histoire autour des écrits sur lesquels je me suis penché dans ma thèse, à savoir les écrits désormais archivés et parfois exposés à la collection de l'art brut, patrimoine transféré en 1976 à Lausanne et reconnu désormais à échelle internationale, sinon mondiale. En Europe, comme vous le savez certainement, le binôme art et folie est un lieu commun de l'histoire culturelle, dès l'Antiquité chez Aristote pour la mélancolie, les visions réjouissantes du bouffon médiéval et celles plus inquiétantes du possédé de l'âge classique. Sur ce binôme, les écrits bruts et toutes les œuvres apparentées à l'art brut présentent une spécificité. Le peintre Jean Dubuffet, inventeur de la désignation art brut à l'été 1945, employa cette étiquette pour référer à des productions jugées artistiquement, mais, et c'est important, celles-ci ne proviennent pas du champ de l'art et ne prétendent aucunement à une telle forme de reconnaissance. Nombre de ces productions proviennent en l'occurrence d'archives asilaires, puis hospitalières, à savoir des documents réalisés par des patients internés, adressés le plus souvent aux médecins aliénistes, puis aux psychiatres, sous forme de dessins ou de lettres, des discours épistolaires donc, demandant de façon répétée, sinon maniaque, leur libération, souvent sur des papiers de fortune, à l'aide d'un stylo récupéré ou d'un crayon, comme on le voit ici par exemple dans cette œuvre récente, réalisée sur un carton à pizza. La plupart de ces écrits ont été jetés ou détruits, n'entrant dans aucun classement dans les archives médicales. En fait, seule une partie a été conservée, à titre d'échantillon minimal, à titre d'illustration de tel ou tel trouble. En somme, si les écrits de patients ont été conservés dans certains dossiers, confidentiellement, tenus secrets et anonymes avant prescription, c'est principalement pour leur valeur diagnostique. Les écrits recueillis par Dubuffet et d'autres à sa suite sont en ce sens de véritables rescapés de l'oubli. Avant cette saisie spécifique, il faut savoir que le langage, après l'anatomie et le comportement, est un des lieux de l'observation psychiatrique. Dans les nosographies psychiatriques, le langage est même révélateur pathologique. Il permet d'évaluer la sanité ou non du patient. La rhétorique médicale s'est en effet basée sur le langage pour asseoir sa démarche d'objectivation et y trouver une preuve de la folie, étayant plusieurs troubles psychiques, alors surtout émotionnels, puis plus tard mentaux, comme celui de la dégénérescence
ou de l'hystérie, telle qu'on a notamment rendu compte aussi la photographie. Dans le cas du langage écrit, il s'agit littéralement de lire le délire. Sur le modèle de l'indice, le langage est donc transparent. Il est, si vous voulez, un miroir du dedans, un reflet de l'intériorité. Comme la peau, il peut renvoyer directement à un trouble, par ailleurs typologisé dans la symptomatologie médicale. En somme, ce modèle de lecture, cette perspective sur le langage, repose sur l'équivalence sémiologique entre le signe linguistique d'une part et le symptôme d'autre part, le signe clinique, le signifiant linguistique renvoyant à un signifié pathologique, à savoir des idées plus ou moins délirantes. Pour autant, les choses se complexifient et deviennent encore plus intéressantes. Dès le dernier tiers du XIXe siècle, de plus en plus de psychiatres ont accordé une écoute non exclusivement médicale à ces textes, les assimilant en l'occurrence en particulier à la poésie. Les titres de médecine sont de ce point de vue très éclairants et montrent une évolution de la sensibilité aux manifestations langagères, disons, irrégulières. Autour de 1860, soit 60 ans après l'invention du terme psychiatrie, littéralement la médecine de l'âme, l'histoire du regard médical rencontre l'histoire du regard artistique. L'époque voit la fin du romantisme noir, les poètes Rimbaud, Baudelaire, Nerval ont expiré, et la modernité artistique, caractérisée par un élargissement général de l'art et un renouvellement des formes, trouve là une manière qui lui correspond. Via une sensibilité primitiviste, l'art mobilise diverses figures du créateur, comme l'enfant, le sauvage et aussi le fou. Progressivement, à partir du XXe siècle, des psychiatres, suisses et français en particulier, se mettent à collectionner certaines productions de leurs patients et ouvrent même de petits musées de la folie, par exemple comme le docteur Auguste Marie, que l'on voit ici parmi plusieurs productions asilaires qu'il collectionnait. L'heure est à l'art dit psychopathologique. Par la suite, ces productions asilaires vont constituer une manne précieuse, notamment en termes d'inspiration pour des courants artistiques plus fameux, que ce soit pour Dada, le surréalisme, voire le lettrisme et leur imaginaire graphique de la langue. En somme, au sortir immédiat de la Seconde Guerre mondiale, Jean Dubuffet, avec l'art brut, se situe non seulement dans le prolongement des avant-gardes, mais aussi de celui de collections hétéroclites héritées des cabinets de curiosité de la Renaissance. Ce qui fait une autre spécificité de l'art brut, c'est qu'il joint aux œuvres, disons, folles, des productions populaires, dont vous avez un exemple à gauche, à savoir réalisées par des individus souvent désaffiliés socialement, et des productions médiumniques, dont vous avez un exemple sur la droite, à savoir des productions conduites par un esprit dont l'individu ne serait que le relais. Le but étant chaque fois, et ceci est central, le but étant chaque fois que l'auteur soit autodidacte et qu'il ne prétende aucunement faire de l'art. C'est cette condition qui a permis à Dubuffet de trouver des œuvres déconditionnées, indemnes de culture artistique, vierges de procédés transmis canoniquement. En outre, il s'agit chaque fois de découvrir une production, sinon vouée à l'oubli ou à la destruction. Sur ce point, l'art brut s'inspire de l'ethnographie de terrain, en vogue depuis le XXe siècle. On voit ici, par exemple, Jean Dubuffet en 1947, dans le Sahara algérien, où il a pu faire l'expérience de la relativité des codes sociaux culturels, notamment linguistiques, j'y reviendrai. L'intervention d'un tiers est capitale pour saisir l'historicité, c'est-à-dire le parcours de tout objet, dans la société. Sans ce regard, sans une saisie nouvelle de l'objet, celui-ci n'aurait jamais changé de statut. Ce que Dubuffet propose donc, c'est d'interroger en acte toute dimension essentielle ontologique. Ce qui compte pour lui, c'est de se décentrer par rapport à des conventions qui naturalisent pour offrir un regard nouveau sur un monde sinon figé. À l'immédiate après-guerre, on comprend, avec un peu de recul, la force de vie et de renouvellement qui caractérise une telle pensée. La pensée de Dubuffet, justement, dont voici un autoportrait, peut rejoindre en tous les cas celle des sceptiques par la mise en doute de la chose elle-même, ouvrant un perspectivisme radical tel qu'on le retrouve par exemple chez Montaigne ou Nietzsche, à savoir que toute réalité
dépend du point de vue qui l'a saisi. C'est précisément ce point de vue qui va attribuer un régime d'existence ou un autre. L'art brut est un fabuleux lieu d'investigation de cette problématique. Il est un lieu critique dans la mesure où il montre la relativité des valeurs. Ainsi, un même texte, donc matériellement inchangé, n'est plus le même objet si on le saisit du point de vue médical ou bien du point de vue de l'art. L'art brut renvoie toujours à des objets frontières qui donc, en retour, interrogent les classifications exclusives et nos schémas binaires de pensée. Cette absence d'absolu se manifeste aussi au niveau épistémologique pour ce qui concerne les sciences du langage, dont je suis un spécialiste. Le regard de Dubuffet fait voir que la logique biface du signe linguistique, vous la connaissez, signifiant, signifié, démocratisée depuis Ferdinand de Saussure, donc vous avez un portrait à gauche, n'est pas nécessairement l'unique interprétant du langage. Quand l'énonciation concerne l'art, de nouvelles modalités de lecture peuvent être inventées, rejoignant des réflexions linguistiques contemporaines de type poétique, initiées dans les années 60 par Émile Benveniste, dont vous avez un portrait sur la droite. Si je prends pour conclure le texte projeté en début de communication, un texte parmi d'autres donc, l'on se rend compte de la crise de lisibilité dont peuvent être porteuses certaines écritures. L'art brut est moderne parce que ses œuvres, ici écrites, renouvellent la société et ses conventions. Il est une utopie dans le sens où celle-ci travaille le présent en vue d'acquérir des savoirs nouveaux, ce que j'essaye très modestement de faire dans mes recherches sur le langage. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Des questions? Merci. Merci, c'était très intéressant. En vous écoutant, la première chose ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai pensé à Antonin Artaud, qui est sauvé de l'oubli parce qu'il s'appelle Antonin Artaud et que sa correspondance, ou ce qu'il a écrit quand il était en asile psychiatrique, a été publié, ses enregistrements radiophoniques. Là, on est, par exemple, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce cas, on est dans une espèce de cas sur deux terrains, où on est à la fois sur quelqu'un qui est reconnu artistiquement et en même temps qui est considéré comme fou. Donc, est-ce que ce qu'il a produit dans ces années dites de folie rentre dans une sorte d'art brut, ou ça rentre dans quelque chose qui est considéré comme saint d'esprit? Alors, vous mentionnez le cas d'Antonin Artaud à très très juste titre, puisqu'il est effectivement, je pense, l'auteur qui, en tous les cas au XXe siècle, a permis de problématiser justement cette place intenable au sein même de la société. Et cette place intenable, elle est problématisée au sein même du langage. Du point de vue des écrits bruts, on a affaire à une problématique qui est effectivement très proche, mais qui concerne avant tout une problématique liée à une réception, à une écoute accordée au langage, alors que chez Artaud, c'était davantage une production qui, de façon plus ou moins volontaire, tendait à problématiser ce que j'ai présenté aujourd'hui rapidement. Donc on est dans une même période historique, l'immédiate après-guerre. Antonin Artaud était enfermé effectivement à Rodez à cette période-là, et on sent effectivement qu'on est à une période extrêmement sensible autour de cette question de la folie et comment la classifier du point de vue sociologique, du point de vue linguistique, du point de vue psychiatrique, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on vous remercie. On va passer à la dernière.